Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 invité. Voici les titres. Nous recevrons Omar Youssef Souleyman, un écrivain syrien qui a dû quitter son pays afin d'éviter la prison. Il participe demain à 20 h à la soirée des écrivains persécutés organisée par les itinéraires politiques à la salle de la Tour à Voisins-le-Bretonneux. Et puis nous entendrons Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, présente à l'occasion de l'événement 90 secondes de fraternité, un événement organisé par le site vidéo en ligne YouTube. Des collégiens et parmi eux des trappistes sont devenus metteurs en scène le temps d'un concours. On débute ce 7-8 invité avec la journée des écrivains persécutés qui se déroule le mardi 15 novembre à la salle de la Tour à Voisins-le-Bretonneux. L'événement est organisé par les itinéraires poétiques et a pour but de mettre en lumière ces écrivains qui sont à travers le monde persécutés. Pour en parler avec nous ce soir, Omar Youssef Souleyman. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, pourquoi avoir décidé de participer à cet événement ? Alors, en fait, ça, c'est la deuxième fois. Je suis à 50 ans en Yvelines. Je suis venu en 2014 grâce à le poète Jacques Fournier. C'est lui qui organise ces événements. En fait, pourquoi je suis là? Je peux dire que c'est pour parler à la situation de la Syrie, pour lire mes textes, pour faire échange avec des gens demain dans la soirée, parce qu'il y aura des rencontres, il y aura des questions au public, il y aura la lecture avec la musique, voilà. C'est un événement important pour vous ? Évidemment, c'est très important, parce que normalement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la politique, avec la situation, je peux dire, mondiale, pas juste en Syrie. C'est ça qu'est-ce qu'on peut faire comme des artistes, comme des écrivains, comme des poètes, ou comme des journalistes. C'est contacter des gens, être avec eux, lire nos textes. C'est ça, en fait, pour moi, c'est la continuation de la révolution syrienne qui on l'a commencé en 2011. Toujours continuer, il ne finira pas. Comment on le continue? Par cela. Donc vous êtes toujours dans le combat à travers ce type d'événement? Évidemment, malgré que je suis un exilé en France, ça fait 4 ans que je suis là, mais je voudrais dire même que l'exil ne finit pas. Il reste longtemps, mais la révolution aussi ne finira pas. Voilà. Et dites-moi, quels sont les retours que vous pouvez avoir lors de ce type d'événement? Qu'est-ce que le public vient vous dire? Normalement, en fait, il pose pas mal de questions. Pourquoi je suis venu en France? Comment la révolution syrienne a commencé? Parce que malheureusement, dans les médias, souvent, on ne parle pas aujourd'hui. Ça fait plusieurs années, on parle de la guerre en Syrie, on parle de Daesh et le régime de Bachar al-Assad et les milices islamistes. Ça, c'est vrai, bien sûr. Mais aussi, on avait une révolution pacifique qui a commencé en Syrie. Elle continue toujours par des manifestations pacifiques, par des écrivains, par des artistes, par des collègues, par des écoles qui sont ouvertes aujourd'hui en Syrie, malgré la guerre. Donc, il y a toujours ces questions. C'est quoi la situation en Syrie aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, vous êtes écrivain de base, vous avez été aussi journaliste, et durant le début de la révolution en Syrie, vous avez été ensuite traqué et pourchassé par la police de Bachar el-Assad. Donc vous êtes enfui et vous êtes arrivé en France. Pourquoi ce choix de la France? Parce qu'en fait, quand j'ai fui de la Syrie, de ce régime dictateur, je suis allé en Jordanie, à Amman. Alors, j'avais plusieurs choix, soit en France, soit en Allemagne, soit aux États-Unis, etc. Mais en fait, j'ai choisi la France car déjà, en fait, j'adore la littérature française. Quand j'étais adolescent, j'ai lu Aragon et Paul Éluard. Je suis tombé amoureux par rapport à leur poésie qui m'accompagnait plusieurs années de ma vie. Et aussi parce que la France, comme je suis réfugié politique là en France, la France protège les réfugiés, voilà. Et l'ambassade française à Amman m'accueillait facilement. C'était facile pour moi de venir en France. Oui. Vous faites souvent ce type d'événement comme ça, aller vers les gens pour leur raconter votre histoire? Oui, en fait, je fais ça pas mal en France. Et
heureusement, j'ai une chance là parce que j'ai appris la langue française. Bien sûr, au début, c'était très difficile parce que je ne connaissais pas cette langue. Mais dès que j'ai appris cette langue, dès que j'ai imprimé, là, j'ai 2 livres en français et en arabe. C'est le dernier livre qui est sorti, qui s'appelle Loin de Damas, qui est sorti de l'édition Le Temps des Cerises. Et en raison, grâce de l'écrire, grâce de la poésie, grâce des amis qui je les rencontre en France. Oui, je bouge en Bretagne, à Paris, dans le sud, etc. J'étais dans le Festival d'Avignon cette année. Pour raconter l'histoire et en même temps, en fait, pour dire qu'est-ce que... parce que j'ai pas mal de contacts avec des Syriens à l'intérieur et à l'extérieur je voudrais dire, adresser leur opinion et qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vaut exactement pour la société française, parce que c'est très important pour nous, pour les Syriens, quand même, à l'intérieur. Malgré quoi, aujourd'hui, je ne suis pas que... Bien sûr, je suis un Syrien, mais en même temps, je sens que ce pays est devenu une partie de moi. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de cet événement, de cette idée de M. Fournier à l'initiative de ça? Je trouve que c'est une idée très très importante parce que normalement demain il y aura un journaliste et un romancier afghan et un romancier turc. En tout, vous êtes 4. On est 3. Il y aura aussi une journaliste française qui va organiser la soirée. Il y a aussi une chanteuse syrienne qui s'appelle Norma Omran. Donc, je trouve que c'est très riche parce qu'on a la même situation, tous les 3, ou tous les 4, on peut dire, mais on est de plusieurs cultures ou plusieurs civilisations. Comme on rencontre là en France, bon, moi, cet échange entre nous-mêmes et entre nous et le public, je trouve que c'est extraordinaire. C'est un combat qu'il faut continuer, en fait, ce blocage qu'il y a par rapport aux écrivains. Dans certains pays, il faut toujours alerter Bien le sûr, public. en fait, bien sûr, normalement, ça finira bas jusqu'à la fin de la vie. Il faut continuer toujours. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est vraiment, pour moi, c'est la résistance. Par rapport à la poésie, bien sûr, pour qu'est-ce qu'on dit, des rencontres, même le travail comme un journaliste, ou comme quand j'écris un livre, le dernier livre que je l'ai écrit s'appelle Le Petit Terroriste, je l'ai fini il y a juste un mois. Toujours, il y a ces idées de le souffrir de nos douleurs dans le monde arabe. Parce qu'à mon avis, aujourd'hui, dans le monde arabe, malheureusement, on vit au Moyen-Âge. On vit dans une situation très, très dure. Comme on a vécu en Europe il y a des siècles et des siècles, quand on tuait les gens en raison de leur religion, leur idée, c'est horrible. Il faut toujours combattre, il faut toujours continuer cette résistance, n'importe où on est, ou n'importe qu'est-ce qu'on fait, chacun de son coin ou chacun de son travail quand même. Eh bien, ça sera le mot de la fin, toujours combattre, c'est ça le Exactement. message. Bien sûr. Je vous remercie Omar Youssef Souleyman. C'est moi, merci. On passe à un autre sujet. YouTube, le site d'hébergement de vidéos, lançait jeudi dernier le concours Toi-même tu filmes. 140 films ont été réalisés dans toute la France, dont 2 réalisés par 2 jeunes trappistes. Lors de l'annonce des résultats sur place, nous y étions et on en a profité pour poser quelques questions à la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Nous sommes au siège de Google France à Paris où est organisée la remise de prix du projet Toi-même tu filmes, donc dans les locaux de Google. Nous sommes en compagnie de la ministre Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Vous avez remis un prix jeunesse, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi ce prix et pourquoi cette équipe qui vient de Mantes-la-Jolie en plus? Bon, d'abord, Toi-même tu filmes, c'est un projet absolument extraordinaire parce que initié par YouTube, qui lui donne sa puissance de frappe en faisant connaître au plus large public donc les vidéos réalisées et produites par des jeunes un peu partout sur le territoire. Il a fallu un vrai tour de France pour toutes les trouver, ces vidéos. Autour de quoi? Autour de la fraternité. Or, moi, je trouve qu'on est vraiment dans une période où on a besoin d'entendre parler de fraternité et que nul autre que les jeunes savent le faire aussi bien qu'ils l'ont fait ce soir. Avec leur cœur, avec leur tripes, ils ont réussi à nous faire passer des messages très simples sur ce que c'est que la fraternité, qui est plus que la solidarité. La fraternité, c'est ce qui nous relie les uns et les autres parce qu'on est tous des humains et qu'on arrive à voir dans les autres d'autres soi-même, en quelque sorte.
Et c'est pour cette raison qu'on a envie que les autres aussi aient de l'égalité et de la liberté. Donc dans la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, je trouve que c'est quasiment la fraternité qui est la plus importante parce que ensuite elle permet les deux autres. Et donc les jeunes, en gros, ils nous ont montré tout ça avec leurs images, leurs mots, avec un talent inouï, beaucoup d'esthétique, de beauté dans ce qu'ils ont réalisé. Et moi, je suis très contente qu'on puisse les mettre en valeur comme ça. C'est pour ça que je tenais à être là ce soir, juste pour leur rendre hommage, en fait. Et ce prix, justement, pourquoi ce film-là? Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement? Parce que les jeunes qui ont réalisé ce film-là, donc Les Clés, c'est comme ça qu'il s'appelle, ont bien joué avec les codes du suspense, de la peur même à un moment donné, parce que le film commence sur une scène où on voit un homme ivre-mort qui essaye d'ouvrir sa voiture et qui semble être attaqué par deux jeunes. C'est ce qu'on croit en tout cas. Et en fait, à la fin du film, on comprend qu'ils ne l'ont pas du tout attaqué. Les jeunes, ils lui ont bien pris ses clés, mais en réalité, ils l'ont installé à l'arrière de la voiture pour conduire à sa place, pour lui éviter un accident parce qu'il était ivre. Et donc, ils l'ont bien raccompagné chez lui. Et je trouve que cette chute, qui est tellement en décalage avec la crainte qu'on pouvait avoir au début du film, c'est très fort, très très fort. Et puis, évidemment, ça va contre tous les préjugés, les stéréotypes qu'on peut se faire des jeunes de banlieue. Forcément, s'ils sont là, c'est pour attaquer. Non, ils sont là pour aider. Ça fait du bien. Alors on sent que c'est un projet qui vous a vraiment touché. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce type de projet mené à l'échelle des écoles, des lycées? Est-ce que vous, ça vous plairait de mettre ça en place peut-être? Sur le principe d'amener les élèves à construire ensemble un projet, qui peut être la réalisation d'un film, en fait on le fait de plus en plus dans nos établissements scolaires. C'est d'ailleurs, si vous regardez bien en quoi consiste la réforme du collège, elle consiste notamment à donner une grande part à cette construction de projet par les élèves eux-mêmes. On introduit de plus en plus d'art et de culture dans les écoles, donc évidemment tout ce qui est musique, clip, réalisation de films, c'est des choses qui vont se pratiquer de plus en plus. Le numérique également, oui. Le numérique aussi, absolument, l'utilisation, parce que pour pouvoir filmer leur iPhone, donc l'utilisation des outils se développe et s'apprend de mieux en mieux à l'école. Après, moi je tiens quand même à dire, j'ai beau être ministre de l'Éducation nationale, je ne considère pas que ce soit à l'école de tout faire. Ce qui était beau ce soir, c'est de mettre en lumière des structures que je connais bien, pour avoir été élue locale et m'être occupée d'elles. C'est les MJC, c'est toutes les structures de l'éducation populaire qui font un boulot magnifique, il ne faut pas qu'on essaie de le faire à leur place. Et là, en l'occurrence, ce sont ces structures-là qui ont accompagné les jeunes. Et je trouve que le fait que YouTube mette en lumière ce que font ces petites structures de quartier, c'est ça qui est beau, c'est aussi ça la fraternité, c'est quand les plus puissants s'allient à des moins puissants et qu'ils donnent à voir ce qu'on est capable de faire ensemble. C'est la fin de ce 7-8 invité, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain.